Bien, bonsoir à tous, Affaire Juncker, suite, et pas fin, malheureusement. En réalité, donc, depuis le mois de juin, comme vous le savez, si vous suivez les vidéos, depuis le mois de juin, le parquet, en la personne de M. Jean-Paul Freising, qui, on doit le rappeler, est le cousin, donc, germain de l'épouse de Juncker, Jean-Paul Freising, donc, a décidé, bien entendu, de mettre en place une irrecevabilité. Alors, comment s'y est-il pris? Oh, c'est pas lui qui a dû le faire, hein, certainement des cabinets qui ont dû travailler. D'ailleurs, je pense que ça doit être le cabinet de l'inculpé, hein. Donc il va falloir qu'il me donne des preuves que l'inculpé a bien pris la tâche auprès du parquet. Mais j'attends plus rien en fait de la justice luxembourgeoise parce que depuis le départ, les dés sont vrillés. Les dés sont viciés pour une raison bien simple, c'est qu'en réalité, le parquet est mouillé jusqu'au cou, car ce que je n'avais pas dit depuis très longtemps, et qui était d'ailleurs noté dans les plaintes, hein, donc c'est un secret de polichinelle, c'est qu'en réalité, plus de 52 personnes ont touché donc des pots de vin, oui, oui, au parquet de Luxembourg. Donc j'attends plus rien de ce pays, hein, simplement je pense qu'il faut terminer par là, il faut donner un maximum d'informations pour bien montrer à quel point on est dans un pays pourri. Et j'encourage d'ailleurs aujourd'hui les gens à partir, hein, puisqu'il n'y a aucune sécurité juridique, aucune, bien entendu. Aucune sécurité juridique parce que les recevabilités auraient dû être prononcées éventuellement au tout début. Il y a eu enquête. Il me cache aujourd'hui, donc j'aurais dû avoir accès à ce dossier. Il n'y a aucun dossier, il n'y aura pas de dossier parce qu'ils ne veulent pas me le montrer. Il ne va pas me le montrer alors même que la juge d'instruction a demandé les réquisitions pour l'interpellation donc en octobre 2015 et aujourd'hui ils veulent juger de l'irrecevabilité parce qu'ils savent depuis le mois de juin qu'en réalité j'ai l'intention toujours hein, de toute façon de saisir la justice, peut-être européenne, on verra. En tout cas, j'ai l'intention de saisir la justice dans un autre pays et ils savent bien entendu qu'ils n'auront plus accès et qu'ils ne pourront plus agir directement. Donc il fallait juger de l'irrecevabilité. En jugeant de l'irrecevabilité dans leur façon de procéder, à ce moment-là, ils jugeaient la non-recevabilité, ce qui veut dire que je n'étais plus partie civile, ce qui est totalement illégal, hein. Mais en droit interne luxembourgeois, c'eût été l'héritier qui aurait dû donc porter plainte ou qui aurait dû mandater un avocat pour pouvoir éventuellement donc lui répondre pour qu'il se constitue en tant que partie civile. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avocat, que l'héritier a donné les pleins pouvoirs, que l'enquête a commencé puisque le juge d'instruction a déjà débuté, a déjà demandé l'arrestation, donc que l'enquête a été faite, que le parquet a répondu puisque monsieur Freising a répondu en 2015 à monsieur Philippe Baudreau, qui était mon avocat de l'époque, et qui a répondu que l'enquête était en cours par rapport à une plainte qui datait de 3 ans en arrière. Voilà. Voilà les faits, voilà les faits. Alors, pour ce, je vais aujourd'hui parler vite, mais je vais surtout prendre le temps de vous expliquer ce qui se passe vraiment. Comme ça, vous allez bien comprendre que dans ce pays, on est pourri jusqu'à la moelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, depuis le départ de cette affaire, c'est parti sur des détournements qui ont eu lieu bien avant que le couple, bien entendu, fasse un testament, une donation testamentaire. C'est-à-dire qu'il s'est déroulé entre le moment où l'argent a été volé et le moment où le couple se décide donc à léguer sa fortune à cet héritier universel, cette fortune universelle. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a posé la question de savoir ce qu'était un héritier universel, c'est-à-dire que c'est un héritier qui touche la totalité des biens, aussi bien matériels que mobiliers, que financiers. Voilà. Donc, je vais essayer de vulgariser au maximum pour bien vous faire comprendre hein, dans les détours du droit ce qui s'y passe. En réalité, donc, dès 2004, ils volent. Alors, comment ils ont volé? Déjà, ça, c'est une première question. La deuxième question, oui, effectivement, il y a le feu, là. La deuxième question, c'est que ils ont caché ça pendant 5 ans. Au moment où le couple lègue leur fortune, il faut... Donc, dans un premier temps, ils font un testament, donation testamentaire. Et dans un deuxième temps, le notaire dit « Je dois, bien entendu, acter de tout l'actif ».
Mais il ne peut pas acter de tout l'actif, puisque cet actif a été volé depuis 5 ans sans que le couple soit au courant. Par conséquent, comme par hasard, bon, on va dire, par conséquent, il suicide le légataire, le principal légataire qui s'occupait de cette affaire, et ils font croire bien sûr que c'est un suicide. Dans un deuxième temps, ce qui se passe, c'est que le notaire continue à dire à l'héritier, écoutez, il manque une signature. En fait, la signature, c'était la signature de l'actif, mais l'acte de donation testamentaire, il avait bien eu lieu et il a bien entendu enregistré. D'ailleurs, c'est ce qui fait croire à l'héritier. Je parle de Jacques Delvaux. Hein. On est toujours donc en 2009, en juin 2009, en juillet 2009, donc le légataire se suicide, enfin il est suicidé plus exactement, et ça traîne comme ça jusqu'en 2011. En 2011, l'héritier se décide à venir avec moi pour qu'on rencontre la légatrice, tout simplement parce que il voulait que je sois avec lui, mais aussi parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui l'accompagnait. Et là, effectivement, la légatrice dit bah, écoute, je comprends pas, tout avait été fait normalement parce que le notaire m'a fait croire que tout avait été fait. Donc je vais le rappeler et je vais bien entendu accéder à cette donation qui aurait dû avoir lieu déjà depuis quasiment 2 ans. Mais là, dans le week-end où elle décide de relancer, enfin elle avait appelé le notaire avant, donc là aussi, bon, j'ai demandé un certain nombre de faits qui me paraissent tout à fait normaux. Mais comme d'habitude, rien ne se passe au Luxembourg parce qu'on sait déjà. On sait déjà qu'il y a eu bien sûr détournement mais aussi assassinat. Je continue. En 2011, donc la veuve se cassera la figure dans l'escalier. Elle sera d'abord mise à l'hôpital et ensuite cachée dans la maison de retraite, qui déclarera qu'elle n'a aucune dame de ce nom-là et de cet âge-là. Vous voyez, hein. Je la retrouverai, moi, 6 mois plus tard. C'est d'ailleurs comme ça que l'héritier me dira, mais c'est pas possible, puisque moi j'avais appelé cette maison de retraite. Bon, je vous dis, quand je parle d'une bande mafieuse criminelle organisée, je sais de quoi je parle. Ensuite, on est en 2013, donc en 2012, donc la deuxième notaire qui vole 12 millions d'euros fait cette donation, mais elle est réquisitionnée par un huissier qui se déclarait de la justice, qui effectivement donc remet cet acte à la justice pour déclaration. Dans un premier temps, la police pense qu'en réalité, l'héritier a profité de quelque chose. Dans un deuxième temps, il déclare qu'effectivement, ils ont la certitude et le document montrant que l'héritier est bien l'héritier. Là, donc, la police rentre en confidence et lui dit 2 choses importantes. La première, c'est que la notaire Martine Venandy a volé 12 millions, et que la deuxième, c'est que Martine Venandy était suivie parce que, officiellement en réalité, parce qu'il y aurait déjà eu des cas précédents, mais en réalité, elle a été suivie parce que tout simplement, elle se mêlait de cette affaire, et que bien entendu, comme cette affaire avait commencé bien avant 2012, tous ces voleurs se renseignaient, ces voleurs, c'est-à-dire François Biljeune, Jean-Claude Juncker, la famille Grand-Ducal, qui ont volé plus de 70 millions dans un premier temps, plus les 12 millions de la notaire dans un deuxième temps. On est vraiment dans un pays complètement loufoque. Hein. Mais ça dérange personne. Hein. Elle est toujours en fonction. Martine Venandy Juncker est toujours président de la Commission européenne. Et quant au Grand-Duc, il est toujours Grand-Duc, malheureusement. Hein. Mais on va vous en parler un peu plus longtemps. Après, je vais vous en parler de ce qui se passe aussi. Et donc, ce monsieur de la police déclare également, mais qu'est-ce que Franck Coustet a à faire dans cette affaire? Et là, mon ami, l'héritier, dit, mais Franck est mon ami, et je vais l'aider par rapport à son prêt immobilier. D'ailleurs, prêt immobilier qui est lié également à cette affaire. Et ça, j'étais pas au courant, en tout cas pas en 2009, ni en 2011. J'avais pas fait la liaison parce que je suis pas un parano. J'avais cru qu'effectivement, il n'y avait pas de données. Puis après, quand j'ai vu ce qu'on m'avait raconté, j'ai dit oui, effectivement. Donc même au niveau personnel, l'affaire avait déjà commencé, pour moi, dès 2005, puisque je représentais une menace, étant donné que je connaissais le droit depuis 2005, depuis 2004-2005. Donc, tous ces gens, c'est-à-dire l'héritier, qui devait déjà être héritier, d'ailleurs il devait déjà hériter d'un terrain. En réalité, pourquoi il devait avoir une donation en 2009?
pourquoi il y a eu ce document, c'est qu'en 2007, je visite un terrain au Luxembourg, et donc ce terrain était normalement construit pour une maison qui appartiendrait à l'héritier. Donc on donnait ce terrain en vue de construire une maison. Comme ça avait tellement traîné parce que le Luxembourg avait appris, bien entendu, qu'il allait hériter de ce terrain, ben finalement, la mairie de Luxembourg a préempté le terrain. Tenez-vous bien, entre le mois de janvier 2019, où je suis allé voir les premières traces, et le mois de mars 2019, sur le cadastre, 3 lignes ont disparu. Oui, je vous dis qu'on est au Luxembourg, hein. On est au Luxembourg. Je ne sais pas quelle sécurité juridique aujourd'hui on peut avoir dans ce pays. Je continue. En réalité, donc, en 2013, 2011, donc cette donation aurait dû se faire. Elle ne se fait pas parce que la dame est donc hospitalisée, cachée. En 2012, cette donation se fait réellement, mais là, elle est confisquée. Elle ne sera jamais donnée. C'est pourquoi, d'ailleurs, un mois après, je porte plainte. Tenez-vous bien. La plainte atterrira dans le bureau de M. Biljon, qui est normalement juste le ministre de la Justice, rien d'autre. D'accord? Mais en réalité, d'ailleurs, le procureur général n'en aura jamais connaissance, puisqu'elle est cachée, détournée et remise au ministre de la Justice, M. François Biljon. M. François Biljon, devant ma plainte, est obligé de réagir, donc il demande à l'héritier donc de venir le voir le 14 septembre 2012, et l'héritier, il dit à l'héritier, nous ne voulons pas de scandale sur la place, parce que ça nous ferait une très mauvaise pub. Alors là, je vais vous dire, moi la pub que je vais leur faire, c'est autre chose, c'est autrement plus grave. Hein. Mais bon, donc on ne veut pas que Martine Wellandi puisse faire un scandale, donc on va bien entendu tout rembourser. D'ailleurs, aussi à M. Coustet et sa faillite en cours, donc il était parfaitement au courant de ma situation, la faillite en cours de sa société sera mise sous le coude et je vous promets qu'elle sera rabattue. La faillite sera rabattue comme on pouvait encore le faire, comme on peut encore le faire. À l'époque, en tout cas, on pouvait le faire et bien entendu, quand il s'agit d'une parole d'un ministre, on le croit, surtout le ministre de la Justice, même si, bien entendu, on vous déclare toujours, alors ça, écoutez, en 50 ans, si je ne l'ai pas entendu 10 fois, je ne l'ai pas entendu une fois. La justice est séparée des politiques. Non, absolument pas. Dans ce genre d'affaires, ce sont les politiques qui commandent la justice. Je continue donc. Et il déclare que, bien entendu, il faudra rendre ça en une seule fois. Donc, on ne peut pas lui rendre la donation actuellement, mais on lui rendra avec l'argent détourné. Et on déclare également que un certain nombre d'argent, plus que d'ailleurs seulement l'argent de la notaire, mais d'autres argents avaient été détournés, y compris d'ailleurs l'argent de... comment dirais-je, de ces gens du parquet qui avaient touché des pots de vin. Voilà. En réalité, ça traînera jusqu'à la fin de l'année 2012. Et en début 2013, normalement, tout devait rentrer dans l'ordre. Rien ne rentre dans l'ordre. Il ne se passe strictement rien. L'héritier n'a toujours pas reçu donc sa donation. Et je constate à travers les données, c'est-à-dire à travers ma société, que ma société a été mise en faillite en mois de décembre 2012, donc il n'y a absolument eu aucune intervention du ministre, il a menti, que en réalité la notaire est toujours en place, donc il a encore menti, et bien entendu que l'argent n'est toujours pas versé, alors qu'on ne met pas 9 mois pour bien sûr verser cet argent. Donc je déclare à l'héritier que François Biljon se fout de sa gueule. Et là, l'héritier dit oui, de toute façon, ça suffit maintenant, je vais porter plainte et je vais le dire à Juncker. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le mois de septembre 2012 et le mois de mars 2013, l'héritier avait rencontré donc au moins une 8aine de fois M. Jean-Claude Juncker, Premier ministre à l'époque, ainsi que François Biljon. Et le lendemain, donc, comme nous sommes écoutés dans mon bureau, l'après-midi même, il dit « Je vais dire à Juncker que je veux porter plainte » et mon ami sera victime d'un accident donc à Luxembourgville, fait effectué par un bus de la ville de Luxembourg. Alors, ce n'est pas un accident, c'est un acte criminel, car il savait, puisqu'encore une fois nous étions écoutés, que mon ami était cardiaque et que, bien entendu, par un choc, il pouvait mourir. Et là, tout était terminé.
Par conséquent, donc, ils font cet acte terroriste contre mon ami, conséquence de quoi la voiture sera mise dans l'épave, et que surtout, ça encore c'est un détail, mais c'est pour vous montrer la violence du choc, et que surtout, sa femme aura 3 vertèbres déplacées et sera amenée à l'hôpital. Lui, il en sort indemne, tant mieux, on est bien content pour lui, mais il rencontre donc, le lendemain, il rencontre le procureur général. Là, je lui demande de prendre les plaintes que j'ai effectuées durant tout ce temps. Mon ami qui n'était pas au fait de ce qu'on pouvait écrire dans une justice, il me dit « mais à quoi ça sert? Ils l'ont déjà ». Je dis « mais je préfère que tu la donnes en main propre au procureur général ». Et j'avais bien fait, parce que lorsque mon ami remet la plainte, notamment celle du 16 août 2012, à M. Robert Beaver, qui avait déclaré juste avant de recevoir de la main de l'héritier ma plainte, dit, vous savez, vous voulez porter plainte, mais une plainte, ça met 1 an et demi avant qu'elle soit instruite. Et là, mon ami dit, pas du tout. Franck Coustet a fait cette plainte en lieu et place de moi-même, et je corrobore bien entendu tous ses dires, et je vous remets la plainte qu'il a faite. Le procureur général lira cette plainte, découvrira cette plainte, et dira, revenez demain, j'ai compris. On va certainement regarder. Le lendemain, on apprend qu'en réalité, le montant de 32 millions, de 12 millions n'a pas été seulement volé par Martine Vérandy, mais que bien avant 2012, bien avant 2009, en réalité, donc, plus de 70 millions avaient disparu. Donc, il déclare à l'héritier qu'il va bien falloir rendre cet argent, qu'il est honteux de son pays et qu'on va rendre cet argent et il en restera là. Parce que lui, il avait déjà compris, ce que je ne savais pas à l'époque, puisque l'héritier, il était tellement troublé, ou je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, peu importe, c'est qu'en réalité, il m'avait dit que le légataire était décédé en juillet 2010, alors que la donation-légation avait été faite en juin 2009. En réalité, quand je me suis aperçu que les légataires étaient morts en juillet 2009, j'ai bien compris ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'on l'avait assassiné quelques jours plus tard, après avoir fait l'acte de donation testamentaire, parce que à ce moment-là, le notaire, tôt ou tard, aurait dû montrer l'actif qui avait disparu, et pour lequel les propriétaires des fonds, c'est-à-dire les légataires, n'étaient pas au courant. C'est-à-dire qu'on a réussi pendant quasiment 5 ans, certainement par une banque, à masquer les fonds. Masquer les fonds. Masquer la disparition de ces fonds. Vous imaginez quand même. C'est gravissime. Je continue parce que... Ah, c'est le Luxembourg, hein, vous savez. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas autant de journalistes d'investigation. Ils se régaleraient. Remarquez, ça a coûté suffisamment cher à Denis Robert pour qu'effectivement, ils n'aient pas envie d'y aller. Mais il y en a quelques-uns quand même qui y vont, et j'espère voir plus de journalistes. En tout cas, je vous invite le 28 octobre prochain à la Cour de justice, à la cité judiciaire, CR, premier étage, donc bâtiment CR, au premier étage, salle 1.25. Je vous invite donc pour l'appel en irrecevabilité. On va y venir après. Je continue. Donc, voyant que mes plaintes n'aboutissent pas, il y a une négociation, il signera donc tous les détournements qui ont eu lieu. Alors, ils font croire que ces détournements vont revenir sur un compte qui ne sera jamais, bien entendu, recrédité. Et puis, bien entendu, quand ils font signer à l'héritier, ils ne lui en donnent pas de double, parce qu'ils savent que si jamais ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si jamais Juncker n'arrive pas à truander quelqu'un d'autre, ben, ils savent qu'il n'y aura pas d'argent, parce que le Grand-Duc n'a pas l'intention de rendre cet argent. Et tout le monde, d'ailleurs. Biljeune avait tenté, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait virer en 2013. En mars 2013, Biljeune, quand il apprend la nomination du procureur général, il essaye de verser 493 000 € depuis, tenez-vous bien, le compte du ministère de la Justice sur le compte séquestre pour rendre cet argent. C'est-à-dire que l'argent qu'il a volé, il veut le rendre avec l'argent public. Là, c'en est trop, donc Juncker le vire, enfin je ne suis pas sûr que ce soit lui, quelqu'un d'autre, mais Juncker le promeut comme juge à la Cour européenne. Imaginez un peu quand même, il est président d'une chambre
la 7e chambre, je crois, à la Cour de justice de l'Union européenne. Hein, c'est presque incroyable, hein. On dit c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si c'est possible, on est au Luxembourg. Je continue parce que c'est pas tout. En réalité, donc, ce qui se passe est encore plus grave, c'est-à-dire que en 2013, je préviens le procureur général et je lui dis, écoutez, monsieur le procureur général, faites votre travail car l'héritier va se suicider étant donné qu'il est dans une situation de paupérisation avancée. Le procureur général n'a plus le dossier puisque l'accord est caduc, et normalement, si l'accord est caduc dès octobre 2013, quand Juncker perd les élections donc législatives, monsieur le procureur d'État, Jean-Paul Freising, aurait dû tout de suite poursuivre, puisque le contrat était caduc. Mais le procureur d'État ne poursuit pas. Le procureur général à qui j'écris, puisque c'était le procureur général qui avait fait cet accord, dès octobre 2013, renvoie, parce que lui, il ne veut pas être mouillé, hein, parce que vous savez qu'un fonctionnaire qui n'aurait pas indiqué qu'il y avait quelque chose, en sachant qu'il était parfaitement averti par mon mail, il pouvait bien entendu être complice de cette bande mafieuse criminelle organisée. Donc il renvoie, il le dit, dans un mail que j'ai déjà envoyé aux journalistes, il dit « J'ai transmis vos réquisitions auprès du procureur d'État. » Il ne dit pas « Vous n'êtes pas bien, ça ne va pas. » Non, non, il dit « Ouais, j'ai transmis. Et M. Freising fera ce qu'il veut. Alors, j'ai Freising au téléphone, début janvier 2014. Ah, il a été enregistré. Ouais. Ah, c'est dommage, M. Freising. Hein, c'est dommage. Ouais. Et M. Freising me dira « C'est pas Juncker. » Juncker est complice. C'est quand même Juncker hein, qui est arrivé pour la veuve, et c'est quand même Juncker qui a organisé la manœuvre pour l'accident qui n'en est pas un, donc en mars, en pleine ville de Luxembourgville. Hein, donc il faut arrêter les conneries. Et c'est quand même Juncker qui a reçu 7 millions. Donc on ne reçoit pas 7 millions sans savoir d'où ils viennent, hein, quand même. Oh, on va arrêter de prendre les gens pour des cons? Bah visiblement pas. Donc on continue. Monsieur Juncker, donc, n'est pas arrêté, il continue son chemin. Je laisse de côté l'aspect français. Ils vont peut-être se réveiller, hein, j'espère, en tout cas aujourd'hui. Hein. Et je continue avec l'aspect luxembourgeois. J'avais dit dès le mois de mars que j'allais saisir un juge d'instruction en dehors du pays du Luxembourg. Donc, ils ont vite vendu la maison au mois de juin en se disant que si jamais je saisissais un juge d'instruction français, ils étaient obligés de collaborer avec ce juge d'instruction. Ils étaient obligés d'obéir aux réquisitions que le juge d'instruction français, au titre des accords transfrontaliers pour la justice. Donc, ils vendent très vite la maison, alors que, étant au courant depuis octobre 2013, le procureur d'État, ayant vent d'un possible assassinat, aurait dû reprendre la requête et, bien entendu, tout de suite mettre la maison sous scellé pour qu'il n'y ait pas de fait qui puisse obscurcir. Il ne le fait pas. Donc, ça vous montre à quel point on est vraiment dans une justice de complicité. Mais on est... Ça, c'est encore du petit joueur. Vous allez voir, on va atteindre le sommet bientôt. Et on continue donc avec, bien entendu, en 2014, je saisis finalement le juge d'instruction luxembourgeois, puisque le parquet de Thionville, en Moselle, ne réagit pas à ma plainte de mars 2014, où je disais « Un héritier français s'est fait truander au Luxembourg, vous devez agir. » Et attention, il est quand même très fragile. Au mois d'avril, je renouvelle en disant « Attention, la veuve qui est toujours en vie risque, au mois d'avril 2014, hein, risque éventuellement un accident. » Encore une fois, hein, c'est des accidents, on ne met pas des balles dans la tête, hein, ça laisse des traces. Hein. Donc, faites attention quand même, hein, que la veuve ne meure pas précipitamment, parce qu'elle pourrait parler, elle pouvait parler en tout cas à cette époque-là. Donc je saisis tout naturellement, n'ayant pas de réponse depuis mars 2014 du parquet de Thionville, je saisis au mois d'août, hein, donc plus de 3 mois après, je saisis donc le juge d'instruction en déclarant donc partie civile et en énonçant les faits, à la fois les faits de détournement, mais aussi les accidents plus que suspects. Attention, à l'époque, quand j'ai constitué, je ne savais pas, et c'est d'ailleurs
le gros problème de cette affaire, sinon j'aurais déclaré directement, mais bon, elle avait compris, hein, je vais vous expliquer pourquoi elle avait compris, la juge d'instruction. C'est que, à l'époque, il s'était déroulé pour moi 1 an entre le moment où il y avait eu cette donation-légation au mois de juin 2009 et le fait que l'héritier, les légataires se seraient suicidés. En réalité, suite à ma constitution de partie civile, j'apprendrai de sources sûres quand, en fait, l'héritier, le légataire, excusez-moi, le légataire était décédé en juillet 2009, soit quelques jours à peine après avoir signé le testament de donation. Ce qu'il manquait comme signature, encore une fois, c'était l'actif, le recensement de cet actif. Mais il ne pouvait plus faire ce recensement, puisque cet actif avait été volé déjà depuis 2004. C'est ça qui est très grave. Donc, au lieu de faire leur travail, et même de négocier avec l'héritier, puisqu'il y avait déjà une négociation en cours, de reprendre la négociation par Xavier Bettel, puisqu'il était devenu Premier ministre. Xavier Bettel, qui lui-même, dans cette affaire, a touché 1,5 million. Il n'est pas le seul parti, mais il a touché 1,5 million. Donc Xavier Bettel, effectivement, aurait dû poursuivre les négociations. Mais il dit non, je ne poursuis pas les négociations. Le juge d'instruction, donc, décide d'une enquête criminelle. Je lui parle des faits de fraude, mais je lui parle également des actes criminels qui ont eu lieu. Alors, 1 fois, ça va, mais 3 fois, on ne croit pas au hasard. Hein. Et je répète qu'en octobre 2015, le juge d'instruction déclare les réquisitions en vue de l'interpellation de Jean-Claude Juncker, de François Bilgen et de Martine Venandy. Je le répète, le 15 octobre 2015, elle transmet les réquisitions auprès du parquet. Parce que techniquement, quand vous saisissez un juge d'instruction directement, en tant que partie civile, le juge d'instruction ne peut pas directement auditionner les gens. Il est obligé de passer par le parquet qui doit soit classer, soit approfondir l'enquête, soit tout simplement exécuter la volonté du juge en convoquant ces gens. Mais il ne fait rien. Il ne fait rien et je suis victime d'un nouvel acte criminel, parce que j'en avais déjà eu un certain nombre avant. Comme par hasard, dans la piscine, à Tournai, en Belgique. Et je vais vous dire pourquoi c'est important, parce que la Belgique a joué dans cette affaire également un rôle très important, à la fois dans ma paupérisation, lorsque je suis arrivé donc depuis fin 2014 officiellement donc à Tournai en Belgique, jusqu'en 2017 où ils m'ont, tenez-vous bien, ils m'ont jeté. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de jeter un Européen. Ben si, ben ils l'ont fait. Voilà. Donc ils m'ont carrément, littéralement, jeté en dehors de leur pays. Voilà. Donc c'est totalement abusif. On va continuer, parce qu'il y a des choses encore plus intéressantes à dire. En 2015, donc, je suis victime le 18 octobre, mon ami le 16 octobre, alors même que le juge d'instruction a transmis le dossier le 15 octobre 2015. Donc on est vraiment dans une possibilité d'acte à nouveau criminel. J'ai d'ailleurs demandé une nouvelle fois une enquête criminelle pour savoir si véritablement mon ami avait été assassiné ou qu'il s'était réellement suicidé. Je n'ai toujours pas de nouvelles à ce jour. Il va falloir qu'on me réponde aussi. Je continue. Ça encore, c'est déjà très lourd, hein, mais on va continuer. Dans le rocambolesque, non, dans l'inadmissible, l'inadmissible. Pour moins que ça, on vous met en prison. Ben là, en 2015, donc rien ne se passe jusqu'en 2019, où je maintiens bien sûr depuis 4 ans. Alors, je suis victime d'une arrestation abusive, on me met à 40 jours, enfin, je vous passe les détails, c'est tellement grave, que je pourrais écrire un roman. Mais je préfère vous donner les actualités. C'est plus sympa, c'est plus marrant. Et donc, ils voient que j'allais sortir de leur pays, donc il faut qu'ils réagissent. Alors comment réagissent-ils? Eh bien, ils déclarent irrecevable ma demande. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis constitué en tant que partie civile concernant mon ami, et que j'aurais dû me constituer en tant que partie civile pour moi-même. Ce qui est complètement faux. Alors ça, c'est le droit interne luxembourgeois. Mais vous savez, dans le droit interne luxembourgeois, comme je déclare souvent, on a le droit de tuer, on a le droit de détourner, c'est pas grave. Ça, il n'y a pas de souci. Mais attention,
Vous n'avez pas le droit de vous constituer pour quelqu'un d'autre. Non, mais attendez. J'ai un lien direct. J'ai une créance directe. Mon ami m'a donné son propre mandat et la famille m'a donné son mandat. Et bien entendu, en plus, les avocats que j'ai constitués au fur et à mesure auraient dû avoir accès à ce dossier, car ils ont la possibilité d'avoir accès à ce dossier, s'ils le veulent. Elle n'a rien. Mais ils sont obligés, donc on est toujours en appel. Comme je vous l'avais dit, je pensais que, bien entendu, il allait se passer quelque chose. Bah oui, il ne s'est rien passé du tout. Ce dossier, bien entendu, est bien. Alors, d'un côté, il n'y a rien. Ils ont tout classé. Vous voyez que c'est très, très grave. Hein, très, très, très grave. Il n'y a plus rien à attendre de ce pays. Mais dans le même temps, ils savent qu'il y a des choses qui se passent. Donc, M. Juncker, à 15 jours de son départ, normalement, hein, donne 1,9 milliard à George Soros. Pourquoi donne-t-il 1,9 milliard? Officiellement, pour justement valoriser les ONG de George Soros sur la valeur humaine, sur les valeurs humaines et humanitaires. Oui, sauf que je pense aussi qu'il pourrait peut-être avoir un petit service à demander pour faire pression depuis les ONG vers les organisations internationales. Oh, on va me dire que je suis de mauvaise foi. Non, je suis simplement réaliste. Alors moi, je dis à M. George Soros, puisque c'est un peu de mon argent, quand je dis ça, ça veut dire c'est un peu grâce à moi que vous l'avez eu, quand même. Hein. Donc, M. Soros, nous allons monter une association, parce que là, il se passe vraiment des choses dans la justice européenne, que ce soit en Belgique, en France, et également au Luxembourg. Donc, on est un bon groupe maintenant avec mon comité de soutien et nous voudrions monter une association pour défendre ces gens qui n'ont pas les moyens ou qui se retrouvent seuls face à la justice, qui broient ces gens, qui ont essayé par tous les moyens, hein, qui encore aujourd'hui essayent de me broyer. Il faut savoir quand même que ces gens vont être poursuivis, hein. Mais ça je pense qu'ils l'ont compris aussi. Tout le monde fait très attention, hein, parce que ceux qui ont peur, en général, ne s'immiscent pas dans cette affaire. Ah, il y aura toujours une tête brûlée, c'est pour ça que ça me fait rire, ça me fait sourire. Je l'espère d'ailleurs, je le souhaite de tout cœur. Ça me fait toujours marrer. En tout cas, je pense que les avocats de la partie adverse ont dû voir le dossier. Je souhaiterais donc savoir qui, et c'est mon droit. Et je pense que le procureur d'État a quelque chose à déclarer à mes avocats. Ça, c'est le premier point. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juger ça irrecevable. Et puis, comme on est dans un pays tellement pourri, avec derrière le Grand-Duc en tête de mire, hein, en ligne de mire, le Grand-Duc essaye par tous les moyens, donc c'est pour ça qu'il a des réunions avec le roi, alors bon, sous prétexte de rencontrer pour les transfrontaliers. En fait, il va parler de mon affaire, parce que ça taraude. Le roi est mouillé, hein, puisque tous les ordres viennent du roi, il faut le savoir. Hein. Ces ordres de m'assassiner, le roi de Belgique, hein, quand j'étais en Belgique, de me paupériser, ça vient du roi. C'est d'ailleurs pour ça que la juge d'instruction Christine de Rick, pour laquelle j'ai demandé depuis le 17 juillet dernier, sa mise à pied et la nomination de 3 juges indépendants, je le répète, et je vais le répéter encore une fois, et puis après on va aller faire comme on doit faire, hein, dans ces cas-là, donc j'espère qu'ils ont bien compris, donc il va falloir que ça soit nommé assez vite, on ne ferait pas 6 pages de réquisition pour la classer, cette affaire, non, donc Christine de Rick, dehors, à un moment donné, dehors et complice, donc vous serez poursuivi, juge ou pas d'ailleurs, je continue. Derrière, effectivement, donc cette affaire, le roi donne avec Didier Reynders. Ah oui, pourquoi Didier Reynders? Alors officiellement, parce que les ministres, machin. Non, je vous explique. Monsieur Didier Reynders va occuper un poste en Europe. Donc, il pourra, comme Juncker l'a fait durant ces 5 années, exercer des pressions sur un certain nombre de monde en Europe pour pas que cette affaire sorte. Et le grand-duc pourra rester grand-duc escroc criminel, sans abdiquer. Voilà.
Je vous ai expliqué, je pense, le mieux possible. Donc, si jamais l'irrecevabilité est faite, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas aujourd'hui, à moins d'avoir des vrais juges indépendants, mais je ne crois pas. Même si, d'ailleurs, Transparency vient de dire que c'était des gens intègres, je pense qu'ils n'ont pas vu cette affaire, et ni les affaires que j'ai pu entendre durant toutes mes années où j'ai prévenu quasiment tout le monde. Et d'ailleurs, les gens qui sont venus me rejoindre sont des gens qui ont eu énormément de soucis, notamment avec le cadastre. Hein. J'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent au Luxembourg avec les limites. Hein. D'ailleurs, ils les dépassent tout le temps. Parce qu'on est dans un petit pays, parce que tout le monde se connaît. Donc, c'est le non-droit. Alors, officiellement, attention. Là, vous voyez, pour le droit, là, le juge s'est couché, on a dit oui, oui, je continue pas. C'était malvenu parce que sa place était, bien sûr, sa tête était mise à prise. Hein. Donc, bon, d'une certaine manière, il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas Zorro. Hein. Mais ça ne dépend pas non plus d'être Zorro, il s'agit surtout d'être indépendant. Hein. Je le répète, hein, Madame le juge. Donc, très indépendant, c'est-à-dire de juger de manière tout à fait objective, ce qui n'a jamais été fait dans cette affaire. Donc, ils vont juger l'irrecevabilité. Alors là, j'ai deux moyens. Soit je me reconstitue partie civile, d'accord, au Luxembourg. Quelle blague. Hein, pour leur dire, vous allez attendre 1 an et demi, hein, monsieur. Et puis on verra bien, au bout d'1 an et demi, vous aurez fatigué, peut-être que vous aurez d'autres accidents, hein, donc vous n'aurez peut-être plus à traiter ce dossier. Et puis donc, comme ça, tout le monde repart à zéro, en sachant que comme la péremption, comme en réalité, si vous voulez, tout était en suspens, là on repart à zéro. Donc derrière, on va éliminer toutes les plaintes qui pourraient éventuellement être conscrites, c'est-à-dire être tout simplement plus instruites parce que le délai est dépassé. Voilà le fond de cette affaire. Et derrière, bien entendu, je pourrais me constituer ailleurs. Je pourrais aussi faire appel au niveau européen pour justifier que la partie civile n'a pas besoin d'être l'héritier ou de constituer en tant qu'héritier à partir du moment où il a suffisamment de liens directs, et j'en ai tellement que entre le mandat de l'héritier, le mandat des héritiers, la créance directe, ce qui me donne un lien direct sur cette affaire. Or, toute personne peut se constituer à partir du moment où il a directement été concerné, c'est-à-dire qu'il a été victime de ces actes criminels. J'ai été non seulement victime de cette paupérisation depuis maintenant 2006, mais j'ai été également victime d'actes criminels, et j'ai encore été victime d'un parquet qui est totalement inféodé donc, à cette bande mafieuse criminelle organisée. Donc, je ne découvrirai pas mon dossier. Ils veulent faire croire qu'il n'y a rien. Ils continuent à faire croire. J'ai relancé donc par un mail pour dire voilà ce qui s'est passé. Et puis nous allons donc saisir la justice internationale. C'est d'ailleurs pour ça que le Grand-Duc multiplie aujourd'hui les contacts avec le roi de Belgique pour essayer de faire pression sur un certain nombre d'organes internationaux, comme par exemple la CPI, la Cour pénale internationale. Voilà, c'est la royauté. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, c'est également une royauté. Donc, entre royalistes, on peut s'entendre, comme dirait l'autre. Et ils ont très peur que, bien entendu, quand on sort du système luxembourgeois, ils ne maîtrisent plus vraiment la chose. Et que là, bien entendu, il pourrait y avoir des requêtes de fait et bien entendu des condamnations, voire même de demandes de condamnation. Parce que même si le Grand-Duc, entre guillemets, ne peut pas être poursuivi pénalement, civilement, ce que je trouve inadmissible. Inadmissible. Et puis d'ailleurs, je pense que les Luxembourgeois devront se charger, bien sûr, de le faire appliquer. Et puis je ne vois pas pourquoi il ne serait pas poursuivable. Tout le monde est poursuivable. À partir du moment où on vole et qu'on tue, encore pire, on a le droit d'être poursuivi. C'est comme ça. Donc j'espère que monsieur le roi des frites, vous allez rester tranquille, et que vous n'allez pas éventuellement faire pression, parce que là on saura d'où ça vient, du roi de Belgique ainsi que du Grand-Duc et de Didier Reynders, qui bien entendu essaye d'avoir un poste à l'Union européenne et qui pourrait bien sûr faire pression sur l'Union européenne pour ne pas révéler cette affaire. D'ailleurs, depuis le début, je tiens à répéter que Olaf a très mal agi, puisque Olaf, qui est un organe de corruption, anticorruption, doit bien sûr contrôler
les gens au niveau européen, mais aurait dû s'assurer au préalable que M. Juncker, avant d'être nommé président de la Commission européenne, ne fasse pas l'objet de plaintes pénales. Et ils n'ont pas fait la démarche d'aller voir si M. Juncker faisait l'objet de plaintes pénales. Et ça, en soi, c'est une faute. Et après, ils auraient dû faire pression en disant qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte, mais quand ils le savaient, puisque je les ai prévenus, les derniers mails, ils ne signaient même plus les mails. Parce qu'ils savent qu'eux aussi peuvent être complices de cette bande mafieuse criminelle. Et ils le sont, de fait, en disant il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de ceci. Mais ils peuvent agir. Ils ont tous les moyens anti-fraude d'agir. Et ça montre une volonté délétère de ne pas le faire. Plus grave encore, comment le Luxembourg peut accueillir en 2020 le parquet pénal européen quand ils ne sont même pas foutus de faire la loi chez eux. Et quand ils nomment à la Curia, c'est-à-dire à la Cour de justice de l'Union européenne, un escroc criminel, en François Biljeune. Ça devrait faire réagir les gens, ça devrait les faire sortir. En tout cas, moi je vous invite à venir à la cité judiciaire le 28 octobre prochain, 2019, à la cité judiciaire donc au Luxembourg, palais du Saint-Esprit, je ne sais pas s'il y a un Saint-Esprit là-bas, mais en tout cas, c'est la cité judiciaire, le palais du Saint-Esprit, et c'est la salle 1.25, CR, le bâtiment CR. Bon, vous pouvez en tout cas rester à l'extérieur, ou même venir, c'est très intéressant de voir si les juges sont vraiment indépendants. Si les juges sont indépendants, ils devraient normalement, bien entendu, continuer mon mandat en disant « Mais M. Coustet, il est tout à fait au fait de ça, puisque M. Coustet a un lien direct par les créances qu'il tient sur l'actif de cette famille. Famille, j'entends, de légataires. M. Coustet a un lien parce qu'il représente non seulement l'intérêt de l'héritier qui lui a donné tout pouvoir, donc il y a un contrat simple, contrat du code civil, un contrat, on passe contrat en disant tu me représentes, c'est à toi de le faire, tu sais mieux le faire que moi, et puis de toute façon, tu as un lien, donc tu représentes tout le monde. Tout à fait normal, c'est tout à fait classique, donc il décide que, bien entendu, le lien est 2 fois plus fort, puisque j'ai, bien entendu, l'acte à plusieurs reprises, j'ai d'ailleurs 2 mandats de l'héritier, parce que je me suis couvert, parce que j'avais bien compris comment ils agissaient, vous savez, depuis le début. J'aurais pu écrire l'histoire depuis le début. Mais je ne pensais pas qu'ils étaient aussi stupides. Je vous dis franchement, je ne pensais pas qu'ils allaient être aussi stupides. Et là, ça frise la bêtise. Mais ça frise plus la bêtise, ça frise, ça pue la bande mafieuse organisée à plein nez, quoi. C'est là, et là, par rapport au parquet. Alors déjà, il y avait 50 personnes qui avaient touché des points de vin, 50 personnes. On m'a dit, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié le nombre de personnes au parquet, mais 50 personnes représentent un tiers du parquet quand même chez eux, de Luxembourg. Non, mais vous imaginez quand même, à peu près un tiers, un tiers de parquet, donc des juges qui ont reçu des pots de vin. Inimaginable. Mais il a signé. Et ça, il va falloir qu'il me fasse voir. Donc je continue. Où il juge, bien entendu, que c'est pas recevable, auquel cas, bon, j'irai plus loin et puis je ferai valider bien sûr, par la Cour pénale internationale. Ou bien sûr, il juge que c'est recevable, et à ce moment-là, le juge, soi-disant, va commencer son enquête. Quelle bonne blague. Pour pouvoir continuer l'enquête si, bien sûr, il y a une pression quelconque qui s'exerce sur eux. Voilà. Donc, vous saurez s'ils sont définitivement pourris, en jugeant l'irrecevabilité, ou si, visiblement, ils veulent quand même rester un peu, vis-à-vis des organisations comme Transparency qui jugent à la 11e place l'intégrité du Luxembourg. Il ne faut pas demander les autres, parce que même la France est derrière. Bon, je ne dis pas que la France est mieux, mais je ne suis pas sûr quand même qu'on serait arrivé à autant d'abus. Pas sûr. Je ne veux pas non plus être trop patriote sur mon pays, parce que j'ai vu ce qu'ils m'ont fait, mais pas sûr quand même. Il y a toujours un ou 2 juges dans le nombre qui, à un moment donné, dit non, ça suffit. Donc on verra, le 28 octobre prochain, si ce pays est totalement pourri, est considéré comme mafieux, et auquel cas j'invite tous ceux qui ont des actifs au Luxembourg à quitter le Luxembourg, parce qu'il y a une insécurité juridique évidente. Ou, bien entendu,
un semblant de droit, un rebondissement en disant oui, bien sûr, il est tout à fait recevable et auquel cas on continuera l'enquête et je peux vous assurer que je continuerai à poser toutes mes questions et qui seront bien obligés d'y répondre. En tous les cas, je veux voir le dossier complet. Et ce que viennent de faire, en tout cas, ces gens, est d'ores et déjà, pour ceux que j'ai filmés, d'ores et déjà complices de cette bande mafieuse criminelle organisée. Je demande, je porte plainte donc au parquet, ça sert à rien, je pense qu'on a compris. Je demande bien entendu à ce que ces gens soient tous consignés, tous ceux qui ont participé à cette mascarade. J'espère que M. Braz va mieux. Je souhaite vraiment, hein, c'est le ministre de la Justice. Il a eu une crise cardiaque au mois d'août, on se demande pourquoi. Et puis M. Jean-Claude Juncker, qui est rentré précipitamment à Luxembourg pour se faire opérer d'une vésicule biliaire qui est tout à fait, pas dire bénin, mais tout à fait opérable en Autriche aussi. Je pense qu'ils ont d'aussi bons médecins. Comprennent qui pourra. En tout cas, je souhaite quand même que le ministre de la Justice puisse répondre de ses actes également, tout comme Juncker. Et que la justice se fasse. Vous avez aujourd'hui, et je m'étonne, hein, je vous le dis très honnêtement, je m'étonne aujourd'hui que les médias ne s'emparent pas de cette affaire, parce que derrière LuxLeaks, c'était juste voler officiellement de l'argent des Européens pour les mettre sur des sociétés. Là, c'est carrément aller vider le coffre des gens sans qu'ils l'aient demandé et sans le savoir. Vous imaginez quand même où on est dans ce pays. L'insécurité juridique est totale. Quittez vite ce pays.